Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Cross Voices, réalisé dans le cadre de la 20e édition du CIFAL, le Salon international de la pharmacie en Algérie, placé cette année sous le thème « La pharmacie de demain ». La pharmacie de demain, aujourd'hui, s'inscrit dans une dynamique de développement et d'une étroite collaboration avec tous les acteurs du système et de l'écosystème de la pharmacie. L'économie de la santé vise à optimiser l'utilisation des ressources. Dans la pharmacie de demain, elle permet de concilier qualité des soins, accessibilité des médicaments et soutenabilité financière du système de santé. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir M. Miloud Kadar, expert en économie de santé et ancien cadre de l'OMS. Bonjour M. Kadar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Courtas, c'est un plaisir d'être ici avec vous et de pouvoir participer à cette discussion sur pharmacie et économie de la santé. Merci Monsieur Kadar. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, vous avez déjà lancé une réflexion sur un peu la pharmacie de demain d'ici 2030, je pense. Qu'est-ce qu'il en est réellement pour la pharmacie de demain d'ici 2030? Brièvement. Bon, je crois que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. La preuve, le thème central de cette CIFAL de cette année porte sur la pharmacie de demain. Et je crois que c'est vraiment d'actualité pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'on a des besoins en matière de santé qui se transforment très rapidement avec le fait que les maladies transmissibles ont beaucoup diminué et grâce aux efforts qui ont été faits depuis l'indépendance. Par contre, on a de plus en plus de maladies chroniques et de maladies non transmissibles comme le cancer, comme les maladies chroniques, etc., qui représentent une grande partie de la charge de morbidité. D'autre part, en termes de financement, le médicament représente une très grande part. Parlez-en à la CNAS, par exemple, ils vont vous dire que ça représente une lourde partie des dépenses de santé qui sont consacrées donc aux médicaments. Et puis, troisièmement, je crois qu'il y a aussi de plus en plus d'attentes de la part des professionnels, mais aussi de la part des patients. Et donc, il est important de revoir le modèle tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent. Et qu'entend-on exactement par économie de la santé et pourquoi est-elle aussi centrale dans la pharmacie de demain? Économie de la santé, je crois que vous l'avez déjà dit dans l'introduction, l'économie de la santé, ça ne vise pas à réduire les budgets, ça ne vise pas à faire des économies, ça vise à utiliser au mieux les ressources dont on dispose, quelles qu'elles soient, que ce soit des ressources humaines, financières, matérielles ou autres. Et donc l'objectif, c'est est-ce qu'on améliore l'état de santé? Est-ce qu'on répond aux besoins de la population au mieux avec les ressources dont on dispose? Donc l'économie de la santé, c'est la meilleure allocation possible des ressources en vue de répondre aux besoins de santé de la population. Là, il s'agit du pharmacien. Et quel est le rôle du pharmacien justement dans cet équilibre économique? Il s'agit d'un équilibre économique. Le pharmacien, il représente souvent le premier point d'accès au système de santé. Donc c'est un régulateur de terrain. Donc c'est important qu'il assume son rôle dans le système de santé, dans l'écosystème en général, parce que s'il assume bien son rôle en termes de dispensateur de médicaments, mais aussi d'éducateur, d'informateur, d'assurer la continuité, l'efficience aussi, c'est-à-dire la bonne dose au bon moment, au bon patient, là on fait des économies. Et ces économies-là contribuent justement à un meilleur état de santé, mais aussi à un meilleur financement de la santé. Or, vous savez qu'il y a un énorme problème avec l'explosion un petit peu des dépenses de santé et le pharmacien, c'est un des régulateurs, un régulateur de terrain qui est extrêmement important. C'est très important justement pour qu'il puisse être régulateur. Est-ce qu'on doit lui fournir des outils, des formations? Comment peut-il justement devenir un vrai régulateur? Alors ça, c'est une très bonne question parce que malheureusement, on continue à faire des formations de pharmaciens avec comment dirais-je, un contexte et des méthodes qui datent d'il y a 30 ans. Et là, il y a nécessité de réformer, de transformer la formation initiale, mais aussi la formation continue, parce qu'il y a des nouveaux métiers. Souvent, avant, les parents, quand ils poussaient leurs enfants à faire pharmacie, c'était pour ouvrir une officine. 99%, c'était le cas. Actuellement, ce n'est plus le cas, puisqu'il y a d'autres horizons, d'autres segments, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la biologie, que ce soit dans l'information, dans la régulation. Donc les possibilités qui s'ouvrent aux pharmaciens ne se limitent plus à l'officine. Donc c'est important que les formations et les spécialisations se diversifient pour tenir compte des besoins
notamment par exemple le fait qu'on a un objectif en Algérie qui est la production locale pour assurer une souveraineté pharmaceutique. Absolument. Et dans ce cas-là, on a besoin de toute une série de spécialités qui ne sont pas forcément toujours disponibles. Donc, si j'ai bien compris, on doit repenser son rôle et sa place réelle, son modèle de pharmacien. Donc, on doit la repenser. Alors, le modèle économique qui a fonctionné jusqu'à présent n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que le modèle, la place du pharmacien doit être repensée selon un nouveau modèle économique. Absolument. Alors, le pharmacien avait l'habitude d'être payé à la marge par rapport au produit. Il a 10%, 20% ou un certain pourcentage sur le prix du produit. Et ça veut dire qu'il est incité à faire du volume. Plus il vend, plus il a une meilleure rémunération. C'est un modèle qui est dépassé au niveau mondial et qui est remis en cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le maintenir, mais il faut lui donner sa place, toute sa place, mais rien que sa place. Et si on veut que le pharmacien fasse autre chose que du volume, autre chose que de délivrer des boîtes de médicaments, et que l'on lui demande d'assurer des prestations de services en termes d'éducation, en termes de conseil, en termes d'orientation, en termes de continuité, en termes de régulation avec le professionnel, avec les médecins, mais aussi avec les systèmes d'assurance, la CNAS et autres. Il est important qu'on rémunère ces prestations de services et donc qu'il y ait un financement qui ne soit pas seulement lié à la vente de médicaments, mais aux prestations et aux services qu'il assure et qui sont extrêmement importants. Donc là, il y a un effort à faire du point de vue législatif, mais aussi du point de vue financier pour faire évoluer ce modèle économique, pour maintenir la marge jusqu'à un certain niveau, mais introduire aussi un financement des prestations de services et les mesurer, bien évidemment. Donc c'est une activité qu'il faut adapter au contexte actuel. Je pense à la digitalisation. Est-ce que vous pensez que finalement, elle peut améliorer l'efficience du système de santé? Alors la digitalisation n'est pas la solution miracle. La digitalisation, elle est amplificatrice des performances positives ou amplificatrice du désordre. Si on a un système qui est désorganisé, ce n'est pas en introduisant des systèmes digitalisés que l'on va modifier la chose. Donc il est important de ne pas informatiser ou digitaliser la pagaille, si j'ose dire, pour simplifier, excusez-moi d'utiliser ce terme. Par contre, si on améliore l'organisation du système et la place du pharmacien, effectivement, la digitalisation permet non pas de remplacer le pharmacien, mais d'amplifier ses capacités, d'amplifier ses performances, de diminuer peut-être certains services administratifs, par exemple, ou certaines tâches répétitives, pour lui laisser plus de temps pour, par exemple, le conseil aux patients, pour l'écoute des patients. Parce que ça, c'est extrêmement important. L'éducation thérapeutique absolument, aussi, qui peut absolument. aider beaucoup le patient et le pharmacien à absolument. Comme vous savez, les maladies chroniques sont extrêmement importantes et les maladies chroniques nécessitent une écoute. On ne peut pas donner n'importe quel médicament à n'importe quel patient sans savoir qu'est-ce qu'il a exactement, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il mange, dans quelles conditions il vit, comment il a compris le traitement. Et donc pour pouvoir justement avoir le temps de discuter, le temps de conseiller. Alors que si on prend juste l'ordonnance, on lui donne le médicament, au revoir et merci, patient à la caisse, c'est un modèle qui est dépassé. Oui, effectivement. Et comment justement intégrer pleinement le numérique pour justement, sans amoindrir la relation humaine entre le pharmacien et le patient? Alors, le numérique ne peut pas remplacer la relation humaine. Elle est extrêmement importante et le numérique doit libérer du temps du pharmacien pour justement le consacrer à cette relation humaine. Et donc là, il y a toute une série de réflexions. Je pense que les professionnels doivent se réunir avec ceux qui sont spécialistes dans le domaine de la digitalisation et de l'informatique pour pouvoir justement mettre en place des outils qui sont adaptés au contexte de notre pays. Donc il est important aujourd'hui d'adapter au contexte, mais quand on dit que c'est pour la pharmacie de demain, 2030 c'est demain, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place justement pour réussir cette dynamique ou ce développement de la pharmacie? Alors je vous dirais d'abord que la pharmacie de demain, ce n'est pas la logique, c'est moins la logique du volume que la logique de la valeur. C'est extrêmement important de comprendre cette transition entre logique du volume, le nombre de boîtes que l'on vend, ou le nombre de chiffres d'affaires que l'on fait, à la notion de valeur des prestations que l'on offre. Et donc là, il y a toute une série de choses qui sont à faire. On a parlé déjà de l'information, on a parlé de la digitalisation, on doit aussi parler de la coordination entre l'ensemble des acteurs par rapport aux professionnels de la santé et par rapport aussi aux assurances, mais aussi par rapport aux patients. C'est important de mettre en place des mécanismes d'écoute, du temps d'écoute et des outils qui permettent justement cette coordination et que le rapport et les relations soient beaucoup plus fluides et avec un contenu beaucoup plus important là-dedans.
il y a 2 conditions pour cela quand même, je dois insister dessus. Premièrement, la présence effective du pharmacien dans son officine. Et ça, c'est une des choses qui est extrêmement importante. J'ai entendu hier les responsables syndicaux et du Conseil de l'ordre qui ont insisté sur cela. La deuxième chose, c'est une formation continue. Parce que le nombre de médicaments qu'on a et qui sont sur le marché augmente chaque année. Donc c'est important d'actualiser les connaissances et de faire attention à toutes les interactions, par exemple, des médicaments. Parce que ça peut être extrêmement grave de prescrire ou d'accepter de délivrer des médicaments qui ne s'adaptent pas aux conditions spécifiques du malade. Donc, il y a une nécessité d'actualisation. Donc, il ne faut plus considérer son diplôme de pharmacie obtenu il y a 10 ans ou 15 ans comme étant valable de manière éternelle. Ouais. Il faut mettre en place des mécanismes d'actualisation des comptes et de validation. Et donc là, il y a un rôle aussi de l'État et des régulateurs pour que cette actualisation soit effective et qu'elle puisse être rémunérée également, parce qu'il faut la faciliter et il faut l'aider pour que les pharmaciens puissent acquérir de manière régulière, avoir accès à des bases de données, par exemple. La digitalisation peut faciliter l'accès à des bases de données pour savoir quelles sont les interactions et quelles sont les nouvelles indications de tel ou tel médicament pour tenir compte des situations spécifiques. Oui, d'où l'intérêt, quand on a les données, on mettra mieux en place cette approche d'économie de santé. Absolument. Mais ma question, c'est est-ce que cette approche, ce concept de l'économie de la santé ne s'appliquera pas seulement à la pharmacie d'officine, mais à la pharmacie d'une manière générale? Absolument. Vous avez raison d'aborder cela parce que, justement, on doit sortir de la notion de pharmacie liée uniquement à l'officine. Il y a de nombreux champs qui s'ouvrent actuellement en matière de production, en matière de régulation, en matière de recherche. Comment voulez-vous qu'on ait une souveraineté pharmaceutique si on ne fait pas de recherche dans ce domaine pour adapter les produits au contexte épidémiologique, clinique de notre pays? Un produit qui est développé au Japon, aux États-Unis, ne répond pas forcément à toutes les conditions particulières qui sont celles des pays maghrébins ou de l'Algérie en particulier. Donc c'est important qu'il y ait de la recherche et développement. Même chose en matière de production. On dit que la production algérienne représente autour de 70 ou 80%. Mais quand on regarde les choses dans le détail, on constate quand même qu'on reste un peu dépendant en ce qui concerne les matières actives et d'autres intrants. Donc c'est important que l'on conquiert et qu'on ait des spécialités de pharmaciens et autres qui permettent de couvrir l'ensemble des segments qui vont dans le sens de la souveraineté pharmaceutique. C'est un chemin qui est emprunté, mais qui est encore lent et qui est assez difficile à réaliser. Peut-être initier les pharmaciens dans cette approche d'économie de santé, que ce soit le pharmacien en officine, le pharmacien dans l'industrie. Est-ce que vraiment on a besoin aujourd'hui de former nos pharmaciens sur ces aspects-là? Alors, il y a des lueurs, il y a quelques initiatives qui sont prises. Par exemple, il y a des diplômes de pharmacoéconomie qui commencent à être mis en place à Alger et ailleurs. Une bonne chose. Et bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a même des sociétés d'économie de la santé ou de pharmacoéconomie qui se créent, et c'est une très bonne chose, mais il faut amplifier et que ça devienne vraiment un élément intégré et intégral de la formation et que ça ne soit pas un saupoudrage que l'on fait en dernière année, 2 semaines. Donc c'est extrêmement important que ça soit une dimension de la formation de tout pharmacien. Parce que le pharmacien a besoin d'une formation technique dans son domaine. Il a besoin aussi d'une formation en gestion, en organisation et notamment en économie. Absolument. Un projet industriel, il y a un problème de rentabilité, de viabilité. Et puis, il y a un troisième domaine que vous avez abordé tout à l'heure, c'est le domaine de la communication. C'est important que le pharmacien, en général, soit aussi quelqu'un qui a la capacité de communiquer avec les industriels, avec l'assurance, avec les patients, avec les professionnels de la santé. Donc, ces 3 types d'outils ou de capacités sont extrêmement importantes. La formation technique, la formation en gestion, en organisation, en économie et la formation en communication et en information. Oui, effectivement, nous avons vraiment besoin. En tant qu'expert en économie de santé et ancien cadre de l'OMS, quels sont les messages que vous pouvez adresser aujourd'hui à l'occasion de ce CIFAL et à l'occasion de ce podcast aux jeunes pharmaciens ou bien même aux pharmaciens qui sont déjà en activité? Les jeunes pharmaciens, je leur dirais, gardez espoir. Le diplôme ne suffit plus. Soyons clairs, il y a 20 ans, 30 ans, on avait un diplôme, on avait un boulot, on avait la possibilité de gagner sa vie rapidement. Aujourd'hui, le diplôme ne suffit plus. Il faut diversifier ses capacités, il faut être curieux, il faut travailler de manière régulière pour actualiser ses connaissances
les opportunités existent. Je vous ai parlé de l'industrie, de la recherche, de la régulation, de la pharmacoéconomie. Donc il faut s'intéresser à ces nouveaux segments et ne pas rester uniquement dans le segment de l'officine, parce que dans le domaine de l'officine, il y a quand même une certaine saturation, notamment au milieu urbain. Et donc il y a nécessité de revoir un petit peu les mécanismes d'allocation. Donc je dis aux jeunes pharmaciens, gardez espoir, travaillez plus. Ne pensez pas que l'obtention de diplôme, c'est la fin du cursus. Ce n'est que le début de l'acquisition de connaissances et de capacités pour justement mieux assurer votre rôle et être une partie intégrante du système de santé. Merci beaucoup, M. Kadar, pour tous ces éléments d'information qui sont très, très importants et que nous essayerons de relayer à travers notre podcast. On vous remercie encore une fois. Donc, si on doit retenir vraiment quelques idées par rapport à ce qu'a développé M. Kadar, c'est un peu aujourd'hui revoir un peu le rôle du pharmacien qui est un acteur du système de santé et qui doit se préparer pour la pharmacie de demain, qui se prépare et qui se fait. Et je vous remercie.